artiste multimédia, je me considère multimédia parce qu'en fait ça dépend du lieu ou du pays, de la langue où je vis et des possibilités d'accès au matériel auquel je veux travailler, avec lequel je veux travailler, pardon. Et donc, par exemple, j'ai commencé en 1988, qui étaient les Jeux Olympiques en Corée du Sud. Et c'est ce qui m'a motivée à faire mon premier court-métrage en Super 8. Il y avait un concours à la radio, donc j'ai gagné un prix pour pouvoir réaliser mon premier court-métrage. Et là, c'était un poème que j'écrivais à ma mère biologique sur les stéréotypes de la Corée que les Occidentaux avaient en Europe. Ça, c'était simplement le thème. Puis on m'a permis de le réaliser. C'est un petit film de 8 minutes qui a gagné un prix. Et grâce à ça, j'ai pu aller en Corée du Sud parce que la Corée du Sud, enfin le gouvernement, l'ambassade de Corée du Sud à Bruxelles m'a dit que j'avais une très mauvaise vision de la Corée et donc il fallait que j'aille comprendre ce qu'était la vraie Corée, un pays en plein essor économique, etc. Et là j'ai compris que la Corée du Sud c'était un gros mensonge sur ce que l'ambassade voulait nous vendre. J'ai compris qu'il y avait pas mal de choses à découvrir sur mon pays d'origine et dont notamment la réalité des femmes en Corée du Sud et la source du problème d'adoption internationale. Donc pourquoi est-ce que les enfants sont séparés de leur mère ou de leur contexte familial. Et donc ce que j'ai compris, pas à cette époque-là évidemment, c'est que la femme n'avait pas de droit, n'avait pas de registre familial personnel et donc appartenait toujours à un homme. C'est une société confucianiste. Et donc après ce premier voyage, j'étais un peu dégoûtée de la Corée parce qu'il nous montrait que le côté riche. Mais moi je savais que je venais d'un autre milieu, pas spécialement pauvre, mais de problèmes sociaux, et notamment du manque de droits chez de la femme en Corée, donc manque de féminisme inexistant. Et donc à cause de ça, je suis retournée et cette fois-là j'ai retrouvé ma mère biologique, ce qui m'a permis de comprendre un peu mieux les raisons derrière mon adoption, mais aussi vraiment cette société qui était dominée par le christianisme, par l'impérialisme américain, donc tout ça, c'était pas des belles choses à découvrir, mais j'ai créé une association pour adopter adultes en Belgique et le but n'était pas de retrouver les enfants, les parents des adoptés, mais c'était surtout de créer un pont culturel entre la Corée du Sud, leur pays d'origine, et la Belgique. Je suis venue ici à Montréal à l'âge adulte, j'avais 38 ans. J'étais partie de Corée du Sud parce que en fait, j'avais vécu l'homophobie et j'avais vécu des agressions plutôt désagréables, je dirais. Il n'y a jamais d'agression positive ou agréable. Mais bon, donc j'en avais ma dose. Et donc je suis venue ici à Montréal parce que des amies canadiennes lesbiennes m'ont dit que Montréal était le paradis. Et donc je m'attendais à ce que toutes les filles viennent dans mes bras, mais hélas non. Mais donc ce qu'il y avait en Corée, j'avais mon travail artistique qui était plutôt basé sur les jeux de mots, l'écriture, la calligraphie, donc la peinture, calligraphie pop art. Et quand je suis venue à Montréal, j'avais plus d'espace. Donc j'avais pas d'atelier, j'avais pas de reconnaissance du public. Donc je partais à zéro. Mais ce qu'il y avait heureusement avec l'ère du temps, c'est que dans les années 2005-2006, la vidéo était très accessible, les nouveaux médias, le digital, etc. Donc au lieu d'arrêter mon travail artistique, je me suis adaptée à mon environnement, c'est ce que souvent fait mon art. Et donc de là est partie une petite série de vidéos et depuis 2003, en fait, 2003, c'était les 50 ans de l'adoption internationale, la célébration que moi je ne fêtais pas du tout. Mais à partir de ce moment-là, j'ai créé un travail qui comprenait le chiffre 100. Le chiffre 100 en coréen se dit pek, et pek ça veut dire aussi blanc. Donc je travaille sur le postcolonialisme, et donc je travaillais sur l'adoption interraciale, et j'avais créé une série un travail digital comprenant 100 photos d'adoption. Donc c'est toutes des photos noir et blanc parce que c'était des gens, j'avais fait un appel sur internet
Et les gens m'avaient envoyé leur photo d'adoption, souvent avec un numéro. Moi, mon numéro, c'est 62-61. Dans ce travail-là, ça a démarré tout mon travail qui a suivi. Et notamment, quand je suis venue à Montréal, j'ai compris que quand je me suis sentie bien à Montréal, j'ai décidé de faire un tatouage avec mon numéro d'adoption. Comme une sorte de deuil de la Corée, parce que là, j'étais partie de Corée et je me sentais mieux à Montréal. Donc ce qui me rappelait, c'était mon numéro d'adoption qui est ici. Et je l'avais écrit de la même manière qui était écrit sur ma photo d'adoption. Donc j'étais dans le village, j'ai été me faire un tatouage et j'ai toujours ma petite caméra avec moi en général, sauf quand je suis trop sous, parfois j'aberre. Mais donc j'avais ma caméra et je me suis dit, ben, tant qu'à faire, filmons le processus et voir si je tombe pas dans les pommes ou quoi que ce soit, parce que je trouvais ça assez symbolique. Donc de cette vidéo-là, j'ai décidé d'écrire un petit poème sur une chanson néerlandaise qui s'appelle In twee drie vier Utjevan Utjevan, et qui est une petite chanson que ma mère adoptive nous chantait, qui est néerlandophone en fait en Belgique, et qui nous chantait parfois avant d'aller dormir. Et c'est une chanson qui s'appelle 1, 2, 3, papier, papier. Et donc l'idée de chiffres s'adaptait tout à fait à mon numéro d'adoption. Donc j'ai écrit un verset, j'ai gardé le verset original en néerlandais, j'ai écrit un verset en français, et puis un verset en anglais qui montrait un peu l'évolution de mon adoption par étapes, donc, où je parlais non seulement de mon identité d'adopté jusqu'à mon identité de personne racisée, et puis de mon identité de personne queer. Et donc je pense que, et c'est pour ça que les gens, quand ils regardent mon tatou, ils me demandent toujours qu'est-ce que ça veut dire, et c'est d'où le titre du film. Je m'identifie, oui, avec plein d'étiquettes, mais il y a tellement d'étiquettes que pour les gens ça les dérange parce qu'il faut que j'en choisisse qu'une. Et donc moi j'ai pas envie de choisir, je suis un peu de tout. Je suis un melting pot, un bibimbap en coréen, qui veut dire mélanger le riz. Et donc je me considère comme principalement dans la famille LGBT. Souvent on dit LGBT déjà. IQ est souvent oublié, donc souvent in questioning ou en questionnement. Et puis donc je me considère lesbienne politique, lesbienne pratiquante, je veux dire. Je suis aussi queer pour mes politiques aussi et sans doute mon mode de vie. Je suis intersexe biologiquement. Je suis asiatique. Je suis androgyne, je suis agenrée. Donc le fait d'avoir été adoptée, je pense, dans une famille occidentale m'a toujours posé question, parce qu'en tant qu'officiellement femme asiatique, on était hypersexualisée, alors que moi je ne voyais pas vraiment ma sexualité. Au début je me disais que j'avais pas du tout de sexualité. Et donc ma sexualité, pour moi c'est la première question quand je rencontre quelqu'un, comment est-ce qu'ils vont me voir. Je ne dis pas spécialement androgyne, homme ou femme, parce que souvent des gens me la posent, mais on ne va pas me demander si je suis asiatique parce que c'est obvious. Mais quand je rencontre d'autres asiatiques, pour moi j'ai comme ce malaise, pas ce malaise, mais ce complexe. Je veux dire, maintenant ça s'arrange avec l'âge, heureusement. Mais au début j'avais peur de rencontrer des lesbiennes asiatiques parce que je m'étais dit que j'étais pas assez asiatique pour eux. Et pour les occidentaux, je suis asiatique mais pas assez dans la culture asiatique. Donc le fait d'avoir vécu en Corée, d'avoir découvert ma sexualité homosexuelle, en Corée du Sud, donc pas en Occident, avec une personne de ma race et de même mon background parce qu'elle était adoptée, ça m'a permis de dire, bah, en fait c'est pas si pire les filles, et puis c'est le fun. J'ai eu la chance de participer à un colloque à Ottawa sur l'activisme lesbien, du 22 au 24 septembre 2016, et c'était organisé par Joanne Coulon et Dominique Bourque, qui est professeur à l'université d'Ottawa. Joanne Coulon m'avait demandé de filmer au dernier moment, ce que j'ai fait sans penser d'en faire un film, évidemment, et c'est après Joanne qui a proposé d'en faire un film parce qu'elle voulait partager, surtout aux lesbiennes qui n'avaient pas été au colloque, d'avoir accès à l'information qui s'était faite. Souvent on dit que les lesbiennes sont invisibles, et c'est ce qui commence un peu le film avec Joanne Coulon,
C'était son but de rendre une visibilité aux lesbiennes de tout âge, de toute ethnicité, peut-être de parcours différents et de médiums différents, donc l'activisme, l'art, et de pouvoir le partager, le diffuser à d'autres personnes qui sont peut-être plus isolées, qui n'ont pas accès aux communautés. Et donc on a mis l'emphase sur pas ce qui avait été spécialement dit dans les papiers de chacun, les présentations de chacun, mais les échanges qui se sont faits. Et souvent on oublie qu'un colloque c'est une plateforme de rencontre et que souvent on censure ce qui est mis par impulsion, je dirais. Et ça, moi, j'ai voulu garder parce que je trouvais ça super intéressant. Tous les échanges entre les participants de différents pays, de différentes cultures, de différentes générations, de différentes identités sexuelles. Moi, en tant que personne de couleur, j'ai jamais vu autant de personnes de couleur s'exprimer sous différentes plateformes. Et je pense que dans le film, même si c'est une overview, ça vous donnera aussi l'occasion d'apprendre à connaître différents univers, différentes façons de penser aussi, les activistes sur le terrain, ceux qui mélangent l'art et l'activisme, ou les universitaires qui travaillent avec les artistes. Donc tout ça, c'est, je pense, important de voir un peu ce qui se passe pour le moment et pas de se confiner dans son propre petit univers et de pouvoir en parler aux autres, je pense. Ouais. Redemption song, it's been done before. On the wings of freedom, now we'll soar.